Quelque chose m'a toujours dérangé avec Marie Kondo. En m'intéressant au minimalisme, je suis fatalement passé par la case la magie du rangement. Et en le lisant, j'ai découvert un livre qui ne parlait pas tant de minimalisme, mais qui était axé rangement et technique de pliage de vêtements. D'ailleurs, j'ai toujours été étonné qu'on en parle comme une figure centrale de ce mode de vie, voire même comme une gourou du minimalisme comme certains ont aimé le dire dernièrement. Bref, je ne vais pas passer une vidéo à chercher si oui ou non la méthode KonMari est minimaliste, et en réalité, si sa méthode aide certaines personnes à se sentir mieux, c'est une bonne chose. Mais en lisant son livre, un point de sa méthode m'a toujours laissé perplexe. Il s'agit d'une technique centrale répétée à longueur de journée quand on parle de Marie Kondo. Cette technique me dérange car j'ai remarqué ses limites à plusieurs occasions. Je t'explique. Il y a quelques mois, un ami m'a demandé de l'aider à déménager. En arrivant chez lui, je l'ai trouvé en train de se demander s'il devait garder tel ou tel objet. Il voulait profiter de son déménagement pour désencombrer et garder l'essentiel dans ses cartons. Je me suis donc proposé de l'aider jusqu'à ce qu'il ressorte une vieille boîte à outils d'un placard. Il s'agissait de vieux outils rouillés et probablement inutiles. Et encore une fois, il hésitait. À ce moment-là, ça commence à faire un petit moment que je le vois hésiter pour n'importe quel objet, donc je commence à m'impatienter un peu. Je lui pose donc la question. De toute façon, cet objet ne te procure rien, non? Alors autant le jeter. Sûr de lui, il me regarde et il me dit « Si cet objet ne me rendait pas joyeux, je n'hésiterais pas autant. » Sincèrement, il voulait clairement garder cet objet au cas où ça servirait un jour, pas parce qu'il l'aimait vraiment. Donc devant ce raisonnement visiblement biaisé, j'ai commencé à me poser des questions sur une des techniques phares de la méthode KonMari, la technique de l'étincelle de joie. Cette technique, elle consiste à prendre un objet entre tes mains et à voir s'il provoque chez toi une étincelle de joie. Cette fameuse étincelle, c'est censé être une force qui te dépasse et qui te frappe au moment où tu prends un objet sentimental entre tes mains. Mais pour plusieurs raisons, je trouve cette technique de désencombrement problématique. Un des aspects centraux de la méthode de Marie Kondo, c'est son approche très sentimentale du désencombrement. Issue d'une culture japonaise où la spiritualité occupe une grande place, on ressent tout de suite cette influence dans son discours. Entre autres, elle va te conseiller de remercier tes vêtements pour le rôle qu'ils jouent dans ta vie, de bien plier un vêtement pour lui transmettre des énergies positives, de ne pas mettre des chaussettes en boule sous prétexte que ça serait douloureux pour elle, et enfin la fameuse étincelle de joie, quelque chose qui viendrait d'on ne sait où pour nous avertir qu'un objet compte pour nous et qu'il faut absolument le garder. Le problème de cette approche, c'est qu'elle nous met directement dans une position où l'on voit les objets comme des choses importantes, des colocataires sacrés qu'il faut chérir sous peine d'attirer des ondes négatives. Quand on commence, désencombrer n'est pas une chose très facile. Après avoir passé des années à accumuler les objets, il n'y a rien de naturel à s'en débarrasser en l'espace de quelques jours. Donc en ajoutant cet aspect ultra émotionnel à la difficulté de départ, comment se mettre à désencombrer? Comment jeter une chaussette trouée quand on se dit qu'elle va se sentir seule au fond d'une poubelle? Plus sérieusement, je pense qu'il est beaucoup plus simple d'adopter une approche fonctionnelle des objets. Les objets, ce sont des outils, pas des amis. Parler d'étincelles de joie, c'est partir avec une pression supplémentaire avant même de commencer à désencombrer. Selon les propres mots de Marie Kondo, toutes les cellules de notre corps doivent se soulever d'un coup en touchant un objet qui procure de la joie. Alors merci Marie, je veux bien t'écouter, mais ça va être un peu compliqué de faire comprendre ça à une personne qui a du mal à jeter des outils rouillés. Pour commencer à désencombrer, je pense qu'il est déjà plus facile de traiter des objets pour ce qu'ils sont, des choses utiles qui ne méritent pas qu'on les garde si elles ne servent plus. Après, toute la technique n'est pas à jeter. Je l'ai moi-même déjà conseillé à des gens. Mais un objet, ça doit dans la grande majorité des cas assurer une fonction. Si cette fonction n'est pas ou plus du tout remplie, il ne sert à rien de le garder. Bon, maintenant que j'ai dit ça, certains me répondront qu'ils arrivent parfaitement à traiter leurs objets de manière fonctionnelle tout en appliquant la technique de l'étincelle de joie à certains objets. Mais la plus grande limite de cette technique reste à venir. Ça y est, une fois qu'on a introduit l'étincelle de joie, on a enfin compris de quoi il s'agissait. Du moins, sur le papier. Je le répète, on parle de quelque chose qui est censé soulever toutes les cellules de notre corps selon Marie Kondo. Dans la pratique, je suis pas trop sûr de ce que ça veut dire. En l'absence de précision supplémentaire, on finit donc par conclure que l'étincelle, soit on la sent, soit on la sent pas. Et le problème, c'est qu'on peut la sentir un peu quand on veut cette étincelle. Qu'on décide de la sentir en tenant un objet qui a effectivement une grande valeur sentimentale, ou bien en tenant une boîte à outils rouillée, tout va se passer au niveau mental. Je m'explique. Léon Festinger est l'auteur de la théorie dite de la dissonance cognitive. La dissonance, c'est un état de tension entre une croyance que l'on tient pour vraie et une situation qui vient contredire cette croyance. Selon Festinger, notre esprit déteste cette tension, et il est excellent pour la réduire et maintenir une certaine cohérence dans notre vie. Nous avons toujours tendance à rationaliser quand une situation n'est pas en accord avec nos croyances. Pour que tu comprennes un peu mieux, je vais te raconter la fable du renard et des raisins qui illustre assez bien cette théorie. L'histoire, c'est qu'un renard se balade et il aperçoit une belle grappe de raisins bien juteux en haut d'un arbre.
Il se dit qu'il les mangerait bien. Il essaye de les attraper et après plusieurs tentatives, il se rend compte qu'il ne pourra pas les attraper car ils sont bien trop hauts pour lui. Il n'a pas les capacités physiques de monter sur cet arbre. Au bout de quelques minutes, il finit par passer son chemin en se disant qu'ils sont sûrement trop acides et qu'ils ne sont pas à son goût. De cette manière, il se rassure. Il se dit qu'il ne rate rien et rétablit une certaine cohérence dans sa réalité. La raison n'existe que pour être l'esclave de la passion, disait le philosophe David Hume. Nous cherchons souvent des raisons a posteriori à nos pensées inconscientes. Et l'étincelle de joie, c'est un très bon candidat pour rationaliser nos pensées. Jonathan Haidt reprend la théorie de Hume dans son livre L'hypothèse du bonheur en employant une métaphore connue de l'éléphant et du dresseur. L'éléphant, c'est ce que Hume appelle la passion. Le dresseur, ça serait donc la raison. L'éléphant, grâce à sa force, il va un peu où il veut. Le rôle du dresseur, c'est de suivre les mouvements de l'éléphant tout en les justifiant. Bien souvent, quand le dresseur bouge, l'éléphant s'est déjà mis en marche depuis longtemps de lui-même. Le dresseur ne sert qu'à justifier par tous les moyens les choix de l'éléphant pour éviter la tension propre à la dissonance. Alors, je ne dis pas qu'on est condamné à garder tous nos objets car nous sommes déterminés par des biais inconscients, mais accepter la difficulté de désencombrer à cause de ces biais, ça me semble beaucoup plus efficace que penser qu'une force supérieure va nous envoyer un éclair magique de joie en touchant un objet. Si force supérieure il y a, il s'agit bien de notre passion, une résistance irrationnelle qui nous fera garder bien plus de choses qu'on ne le veut, sous prétexte que ces choses nous rendent heureux. L'éléphant aura déjà choisi sa direction, et le dresseur s'ajustera. Et peut-être que c'est à ce moment-là qu'on croira ressentir ce fameux soulèvement des cellules de notre corps. Évidemment, tout ça n'est pas une fatalité, c'est pour ça que je t'en parle. Selon moi, certains processus sont beaucoup plus intéressants pour ancrer une mentalité minimaliste et renforcer ton intentionnalité. Un travail doit donc être fait au niveau des valeurs et des objectifs que tu veux atteindre grâce au minimalisme. C'est important que tu te demandes pourquoi tu veux désencombrer avant toute chose. Vers quel type de minimalisme est-ce que tu veux tendre? Qu'est-ce que tout ça signifie pour toi? En ancrant des valeurs, tu agis de manière durable au niveau de ton identité. Ce n'est que comme ça que tu finiras par domestiquer l'éléphant pour le faire pencher dans la direction qui te convient. Une direction qui n'est peut-être pas plaisante sur le moment, mais qui doit être prise pour des bienfaits sur le long terme. Si tu ne mènes pas une réflexion plus profonde et que tu cherches absolument l'étincelle de joie, tu la trouveras certainement, je t'assure. Mais derrière cette joie se cache souvent la peur du désencombrement. Comme le renard finissant par mépriser des raisins bien juteux, tu trouveras toutes les raisons pour ne pas désencombrer. Se demander si un objet nous rend heureux peut parfois être utile, et mon but avec cette vidéo n'était pas de descendre à tout prix Marie Kondo. Mais très souvent, cette fameuse étincelle de joie, c'est le fruit de mécanismes psychologiques, pas d'une force réelle qui nous transcende pour nous aiguiller. Voilà pourquoi j'ai toujours un peu de mal avec ce concept d'étincelle de joie, surtout pour des personnes qui débutent dans leur désencombrement. Désencombrer, c'est déjà assez difficile au début, donc avoir une idée précise de son pourquoi et ne pas sacraliser les objets, c'est selon moi une meilleure solution. Je pense que cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde, mais si elle t'a plu, tu peux t'inscrire à mes lettres minimalistes. Sur une base régulière, tu recevras des mails avec du contenu que je ne partage jamais sur YouTube. Si tu veux entendre parler de minimalisme, de psychologie et de productivité en profondeur, c'est là-bas que ça se passe. Clique sur le premier lien en description pour rejoindre l'aventure et ne pas rater la prochaine lettre. Et que tu sois d'accord avec moi ou pas, laisse-moi un petit commentaire pour qu'on échange sur le sujet. Ton avis m'intéresse beaucoup, donc vraiment n'hésite pas. Abonne-toi à ma chaîne, partage cette vidéo et laisse-moi un petit j'aime si le cœur t'en dit. Ces petites actions m'aident beaucoup à améliorer mon travail chaque semaine, donc je t'en serai vraiment très reconnaissant. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste.